Bonjour, je suis Cephas Nzanji. Je travaille en binôme avec Kadidia Nakanabo. Nous voulons dans ce cours exposé présenter la synthèse des informations ou des connaissances qui existent à ce jour sur le concept de formation tout au long de la vie. Merci pour votre attention. Donc, il a existé de tout temps, sinon pendant ces dernières années, un ensemble de dispositifs, d'institutions et de pratiques qu'on rassemble parfois rétrospectivement, mais de manière plus commode, sous l'appellation d'éducation permanente, alors que c'est en fait d'éducation d'adultes ou d'éducation postscolaire, d'éducation populaire ou encore plus récemment de formation continue ou d'éducation récurrente qu'on devrait parler. En fait, plusieurs expressions sont utilisées pour évoquer le fait que les adultes continuent de s'éduquer, de se faire former après le cycle scolaire obligatoire. Et donc, nous allons essayer d'évoquer quelques-unes de ces expressions qui finalement viennent concourir ou viennent apporter des éléments nouveaux, des éléments complémentaires au concept de formation tout au long de la vie. Commençons déjà par le concept d'éducation populaire qui désigne l'ensemble des activités de développement éducatif et culturel organisées par ce que nous appelons aujourd'hui le mouvement associatif. Et cette éducation populaire a connu une grande ampleur vers le troisième tiers du 19e siècle avec une offre dense et diversifiée en termes de conférences, de cercles, d'amicales, de bibliothèques, etc. Et l'éducation populaire a été longtemps stimulée par la rivalité entre le confessionnel et le laïque. Cette rivalité qui a donné tout son poids, tout son sens et toutes ses nuances à ce mouvement d'éducation populaire qui d'ailleurs reste je vais dire un peu d'actualité. L'éducation populaire était vivante à toutes les périodes de l'histoire, sachant se renouveler en fonction des évolutions. Elle met l'accent sur les mouvements de jeunesse et le développement culturel dans les années 1950-60 et le lien social et la lutte contre l'exclusion dans les années 80 en participant aux politiques d'insertion. Cette éducation populaire-là, elle fait également référence à un autre type d'éducation qui a existé dans le temps, c'est l'éducation des adultes. Et l'éducation des adultes désigne la pratique de formation des adultes la plus ancienne. Elle concerne essentiellement cette instruction élémentaire qui devait être donné aux adultes, puisqu'il faut reconnaître qu'à une époque de l'histoire, tous les adultes n'étaient pas scolarisés du moins. Et donc, l'éducation populaire et l'éducation des adultes, s'il vous plaît, était donc ce cadre dans lequel on donnait aux adultes la possibilité de se former, d'acquérir cette connaissance ou cette instruction de base qui permettait de s'adapter au nouveau monde et aux nouvelles réalités de l'industrialisation, de la vie sociale et tout. Donc, la fonction de l'éducation des adultes est de contribuer à la normalisation d'un niveau d'instruction élémentaire pour l'insertion professionnelle de toute la population. Et ce concept d'éducation des adultes fait également appel à ce que nous pouvons dénommer l'éducation permanente. L'éducation permanente. Et l'éducation permanente renferme tout ce que l'on peut considérer comme élément nouveau dans la nécessité pour les adultes, en tout cas pour l'homme, de se former continuellement au-delà de l'obligation scolaire basique. Et donc, l'éducation permanente va exprimer le nouveau devoir qu'a l'éducation nationale de s'engager dans le développement éducatif et culturel au-delà de l'obligation scolaire. Et une grande partie de la population, puisque à cette époque, grande partie de la population interrompait sa scolarité à l'âge de 14 ans.
Et donc, Arendt s'intéressait à ce public-là qu'on pouvait appeler les jeunes adultes. Alors, les mouvements d'éducation populaire s'étaient emparés de ce concept créé par Arendt et ont voulu le développer, en fait vraiment un concept efficace qui s'occupait de façon plus particulière de la formation des jeunes adultes. Alors, ce concept a donné l'opportunité de créer différents autres aspects, de mettre sur la table beaucoup d'autres éléments de formation, d'éducation, permettant aux adultes de se mettre à jour continuellement par rapport aux réalités auxquelles ils étaient confrontés dans la vie socio-professionnelle. Et donc l'éducation permanente n'est pas synonyme seulement d'éducation d'adultes, mais désigne un système global intégrant de façon coordonnée et cohérente l'initial et le continu pour tous les domaines de formation. Cette ambition a toujours été décrite par les acteurs comme un objet, un projet du moins à réaliser, et par les observateurs comme une utopie. L'idée d'éducation permanente est très présente dans les années 70, où elle sert de référence à la pensée sur les réformes de l'éducation et de référence au discours de transformation sociale porté par l'éducation populaire. Et c'est dans ce concept d'éducation permanente que naît également le terme ou l'expression formation ou éducation tout le long de la vie. C'est une expression lancée par la communauté européenne en 1996 et elle a l'ambition de désigner génériquement toutes les activités éducatives et formatives nécessaires à la société cognitive. Concept d'éducation ou de formation tout au long de la vie, défini selon Pierre Le Doiron, désigne toutes les possibilités reconnues à l'individu tout au long de son existence d'acquérir des connaissances, des qualifications et des compétences et de faire reconnaître la valeur de son expérience dans une perspective personnelle, citoyenne, sociale, professionnelle ou liée à l'emploi. Et cette formation tout au long de la vie doit s'incarner dans un droit universel à la formation tout au long de la vie et prenant appui sur un ensemble de dispositifs de formation destinés à différents publics. Alors, dans une perspective de développement des compétences, il est possible de se former ou d'acquérir un diplôme à tout âge. Et les salariés, les demandeurs d'emploi et plus largement tous les adultes qui souhaitent se perfectionner, bénéficier d'un bilan de compétences ou faire valider leur expérience professionnelle peuvent trouver des réponses dans la formation tout au long de la vie. Et dans le développement de ce concept nouveau, un nom retient particulièrement notre attention, c'est Geoffre Dumazedier, qui est un acteur majeur internationalement reconnu pour ses travaux concernant l'éducation permanente. Selon lui, l'éducation permanente ne devrait pas être réduite au sens d'éducation extrascolaire. Il précise qu'il existe trois types d'éducation, c'est-à-dire l'éducation formelle imposée, et donc l'éducation scolaire dans le sens obligatoire. Il y a ensuite l'éducation choisie, c'est-à-dire celui associatif ou ce qu'on peut peut-être appeler l'éducation populaire, selon la terminologie utilisée dans les années 60. Et enfin, il y a l'éducation informelle, celle que chaque citoyen, chaque sujet apprenant choisit par lui-même et pour lui-même et pour lesquels il trouve lui-même les moyens à travers Internet, à travers la radio et tout, pour se former, pour s'éduquer sur des sujets d'intérêt
personnel ou professionnel. Et donc, à partir de ce constat, une réflexion théorique a été menée pour promouvoir une éducation permanente qui alterne tour à tour des systèmes adaptés aux nécessités de la connaissance et aux demandes variées. Alors, Geoffre Dumazedier a mis en place une méthode de formation qu'il a inventée lui-même avant la Seconde Guerre et qu'il a perfectionnée progressivement et qui est en quelque sorte le point de départ des travaux qu'il a réalisés sur l'éducation permanente. Cette méthode tente avant tout de susciter dans chaque groupe le désir et la formation individuelle et collective pour réduire en permanence les inégalités que la complexité de nos sociétés mutantes reconstitue sans cesse. Le monde est en pleine mutation et pour y survivre, il faut apprendre tout le long de la vie. Et c'est important pour s'adapter, pour pouvoir gérer toutes les situations de plus en plus complexes qui jalonnent notre vie quotidienne, professionnelle, sociale et dans tous les sens. Savoir comment vivre en famille, élever un enfant, assumer une responsabilité sociale ou politique, produire de façon rentable, etc. Tous ces éléments nécessitent au jour le jour qu'on s'adapte, qu'on se forme, qu'on s'éduque en permanence. Et l'école en tant qu'institution d'éducation ne peut pas tout enseigner. C'est là que j'offre Dumazedier présente le déclin de la société pédagogique vers une société dans laquelle il y a plus de monopole de l'éducation. Le citoyen est devenu un sujet apprenant qui doit à la limite s'éduquer en permanence. Cette auto-formation ne doit pas être comprise comme une formation en solo, mais une formation verticale avec un expert et horizontale avec un père. L'auto-formation ne s'oppose donc pas à l'école, mais elle vient au contraire compléter et jouer un rôle majeur dans la continuité de l'éducation. Et les travaux de Carré en 1996 nous permettent d'identifier 5 formes d'auto-formation. L'auto-formation intégrale, qui est un apprentissage en dehors de tout rapport avec les institutions et agents éducatifs formels. On peut parler d'autodidactie. Il y a l'auto-formation existentielle, c'est-à-dire apprendre à être, qui définit la démarche d'appropriation par le vivant de son pouvoir de formation. On peut parler de praséologie et autres. Et il y a l'auto-formation éducative. Ce courant recouvre l'ensemble des pratiques pédagogiques et dispositifs de formation visant explicitement à développer et faciliter les apprentissages autonomes dans le cadre d'institutions spécifiquement éducatives. Il y a aussi l'auto-formation sociale, c'est-à-dire apprendre dans et par le groupe social, et l'auto-formation cognitive, apprendre à apprendre. C'est une conception de l'acte d'apprendre envisagée sous l'angle des mécanismes psychologiques en jeu. Et c'est important de comprendre qu'à tout âge, l'initiative de s'éduquer vient d'une motivation interne ou non, entretenue par la société en pleine mutation dans laquelle nous vivons.
nous reviendrons un peu plus loin sur les notions d'apprenance, de motivation et autres. Mais c'est intéressant de nous attarder un peu sur le fait que la disponibilité des nouvelles technologies rend l'accès à l'auto-formation plus aisé, plus simple et plus facile. Il est beaucoup plus possible aujourd'hui qu'avant d'accéder à du contenu, à de l'information, à de la formation à partir des smartphones, à partir d'Internet et de tous les outils technologiques disponibles qui permettent un peu de démocratiser l'accès au savoir et à la connaissance et de faciliter la disposition ou le besoin des gens à se faire former. Mais cette démocratisation du savoir doit normalement créer une soif d'apprendre, un appétit du savoir collectif et individuel dans cette nouvelle économie du savoir qui se généralise de par le monde. C'est de là qu'est née la notion d'appétence ou d'inappétence qui nécessite d'être clarifiée dans ce contenu que nous partageons avec vous. Alors, c'est quoi l'appétence? Alors, selon Stéphane Dibold, le terme appétence est très récent et permet de mettre en relation l'appétit et la formation. Et c'est souvent synonyme de motivation. Mais la formation, est-ce qu'elle peut être conçue comme une gourmandise ou autrement dit une friandise formative? Vincent Mel énonçait en 2004 que pour se former, il faut avoir de l'appétence à se former, il faut avoir un projet. Et en général, on remarque dans les entreprises qu'il y a une inégalité d'accès aux formations que certains lient au fait que les salariés d'une certaine classe sociale n'ont pas une forte appétence pour la formation et d'autres jugent par contre que cette faible appétence individuelle peut être imputable au système social en place dans les entreprises. Et Fournier pouvait dire en 2003 que contrairement à ce que voudrait le bon sens, moins les salariés se forment, moins ils déclarent avoir des besoins de formation. Cela nous amène donc à nous poser la question de savoir qu'est-ce qui motive l'apprenant? Qu'est-ce qui motive le salarié, l'employé? Qu'est-ce qui motive l'adulte à vouloir entrer dans un cycle de formation pour se perfectionner, pour s'améliorer, pour renforcer ses compétences? Qu'est-ce qui le motive? Et cela nous amène de ce point à répondre à la question, du moins, si je vais dire, développer ou détailler un peu les éléments de motivation, d'autodirection, d'autorégulation dont nous allons tenter de clarifier les points de vue tout de suite. C'est une alternative intéressante pour permettre à l'adulte de se former et de développer en permanence ses capacités. Et on peut même aller jusqu'à dire que l'auto-formation est un enjeu social et économique. Et cette auto-formation est autorégulé, je vais dire, ouais, est commandé par la volonté ou l'envie de l'adulte d'entrer lui-même dans une formation, de diriger lui-même, de contrôler lui-même son apprentissage. Et cet élément est qualifié d'autodirection. On dit que l'autodirection est la capacité à diriger soi-même sa formation et ses apprentissages tout au long de la vie et à tous les âges. Et selon le contexte, les situations et les environnements, cette autodirection peut être favorisée ou entravée par des éléments, des facteurs limitants. Il y a en général deux dynamiques fondamentales qui interviennent dans l'apprentissage autodirigé des adultes. Il y a la motivation et l'autorégulation. Alors, en parlant de motivation, le concept peut être résumé simplement dans cette affirmation de Annie Jezegou qui dit que une personne qui a une forte perception d'efficacité personnelle tout en se projetant dans l'avenir et animée par une perception significative de libre choix manifestera plus que les autres des comportements motivés à l'égard de la formation.
Et la deuxième dynamique, c'est l'autorégulation. Autorégulation qui se développe selon un processus cyclique qui permet au sujet de contrôler par lui-même ses apprentissages en évaluant les liens entre ses comportements et les résultats de ses apprentissages. Donc, ce sont ces deux dynamiques qui fonctionnent comme des leviers, qui fonctionnent comme des impulsions qui permettent à l'adulte de rentrer dans un processus d'apprentissage autodirigé. Donc, un apprentissage qu'il contrôle par lui-même, qu'il commande par lui-même, dont il a la totale maîtrise et dont il peut initier le début et la fin selon les intérêts en place en ce moment-là.